Oui, j'avoue n'avoir eu le temps de ne lire qu'en diagonale les 177 pages du projet de plan, mais je voudrais quand même faire quelques remarques en espérant qu'elles ne figurent pas déjà dans le projet et qu'elles m'aient échappé. Alors, nous avons pris langue avec divers interlocuteurs du domaine qui nous ont fait part de leurs interrogations. En particulier, il apparaît que la réglementation n'est pas toujours respectée par tous les acteurs. L'une des premières choses à faire serait donc de la faire respecter, à la fois pour ce qui concerne la déclinaison de la loi TECV, mais aussi en ce qui concerne les prescriptions touchant certains déchets spécifiques comme les déchets d'activité de soins à risque infectieux, les fameux DASRI. Cela doit notamment engager à privilégier la proximité et à sanctuariser le modèle de traitement qui doit être sécurisé et isolé du traitement des ordures ménagères afin de respecter des normes environnementales exigeantes. Il semble utile de faire continuer à vivre l'Observatoire des déchets de Normandie. En effet, la connaissance des tonnages selon la nature des déchets et des circuits empruntés peut encore apparaître approximative, par exemple pour les DAS, les déchets d'auto-soins. Cet observatoire doit être l'occasion de délivrer une information de qualité aux entreprises quant aux circuits de collecte et de traitement qu'elles ont aujourd'hui l'obligation d'utiliser et qui, parfois, restent méconnus. Nous nous faisons également l'écho d'une proposition qui serait la création d'un écolabel normand qui pourra mettre en avant les entreprises et collectivités locales utilisant les matériaux issus des déchets, compost, éléments de dragage, sous-produits de l'incinération. Cela nous amène à un sujet de préoccupation qui est celui de la commercialisation des mâches-fer. Donc, il s'agit d'un sous-produit d'incinération qui devrait pouvoir trouver des débouchés aisés via les marchés publics de travaux. Cela d'autant que la production a écoulé environ 220 000 tonnes par an sur la Normandie, est très faible au regard des besoins en grave nécessaires aux travaux publics, autour de 3 millions de tonnes par an. Donc l'enjeu est de taille, tant sur le plan économique qu'environnemental, puisque la réglementation impose l'enfouissement des mâches-fer non commercialisés, ce qui est bien sûr contraire aux objectifs du plan et de la loi TECV. Le plan devra également tenir compte de l'histoire des deux ex-régions et de l'existant issu des choix antérieurs, une ex-Haute-Normandie qui a privilégié le traitement par incinération et une ex-Basse qui a privilégié l'enfouissement et ici ou là la méthanisation. Donc le maillage du territoire par les équipements s'en ressent et il serait illusoire de ne pas en tenir compte. En ce qui concerne la question de la redevance incitative, celle-ci, eu égard aux différents retours d'expérience que nous avons pu recueillir, nous inspire un grand scepticisme vis-à-vis des vertus qui peuvent lui être attribuées et surtout sur les modalités de sa mise en œuvre. Donc c'est un débat qu'il conviendra d'approfondir. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous affirmez, avec raison, et nous abondons dans votre sens, vouloir mettre particulièrement l'accent sur le développement des filières de traitement et de valorisation des déchets. Or, dans le même temps, il se trouve que nous avions sur le territoire de l'agglomération havraise une usine qui était en mesure de brûler sans rejet de dioxine grâce à des températures de 2000 degrés et surtout de valoriser 400 000 tonnes de déchets par an en incluant la fraction minérale des cendres dans le produit fini. Il s'agissait de la cimenterie Lafarge, qui a arrêté sa production fin 2016 dans l'indifférence la plus totale des pouvoirs publics. Nous n'avons été qu'une poignée à nous élever contre cette fermeture et ces 111 licenciements purement boursiers. Je peux citer d'ailleurs les gens qui faisaient partie de cette poignée. Il y avait Jean-Paul Lecoq, actuel député de la 8e circonscription. Il y avait le maire de Saint-Vigor-d'Imonville, tous les élus du PCF et d'Ensemble, dont les élus qui sont ici, et M. Dejean de la Bâtie en tant que maire de Sainte-Adresse et vice-président de la communauté d'Aglo. Nous avons demandé à l'époque une table ronde qui a été accordée avant d'être annulée. Nous avons demandé, Monsieur le Président, nous vous avons demandé d'intervenir pour empêcher ce massacre industriel. Vous nous avez répondu à l'époque que vous désiriez laisser le travail avancer. Bon, maintenant le travail est fini, donc on pourra peut-être en reparler. J'ai écrit en juillet 2016 à Madame Grelier, ici présente, et à l'époque secrétaire d'État en charge des collectivités territoriales, et qui, elle, ne m'a même pas répondu, ce qui relève d'une désinvolture difficilement acceptable vis-à-vis du personnel licencié. Aujourd'hui, il est prouvé que les dirigeants de cette firme ont accumulé les turpitudes, tant en trafiquant les quotas carbone frauduleusement acquis, qu'en collaborant au Moyen-Orient avec le terrorisme, au mépris de la sécurité de leurs employés, dont certains ont été enlevés et ne sont jamais réapparus. Jean-Paul Lecoq et moi-même avons écrit à Monsieur le Premier ministre pour réclamer la mise en œuvre de la seule sanction économique qui convienne pour des faits de haute trahison comme ceci, c'est-à-dire la nationalisation, et ceci, bien entendu, indépendamment de toute décision de justice. Nous attendons avec impatience la réponse. Et bien entendu, les futurs projets éventuels de Lafarge dans la région, qui ne manqueront pas de demander l'aide de la région, devront être examinés par le pouvoir public à la lumière de ces éléments. Je vous remercie.